BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité pour revenir sur un sujet non moins important que nous avions déjà annoncé il y a quelques jours. Vous le savez, au terme des inondations qui ont eu lieu à Kinshasa après la vague de pluie du 4 au 5 avril, pas seulement à Kinshasa d'ailleurs, mais dans certaines autres provinces. Il y a une cellule de crise qui avait été créée autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont les travaux se sont poursuivis après le retour de la Première ministre autour de son autorité pour faire le point justement des différents aspects dans la gestion de cette crise. Cette réunion s'est poursuivie cette fois-ci avec le président de la République. Elle a été élargie aux spécialistes, non pas seulement pour analyser les conséquences de la vague de ces inondations, mais aussi pour prendre des mesures qui nous permettront dorénavant d'avoir un dispositif, un protocole qui permette de bien gérer cette situation. Dans la cellule gouvernementale qui était chargée de travailler sur ces questions au quotidien, nous avons le privilège d'avoir un de ses éminents membres, en l'occurrence le ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, Monsieur Guy Luando. Bonsoir. Bonsoir, cher Patrick, cher collègue. Merci de vous associer à cet exercice de redevabilité parce que nous l'avions promis. Il y a eu ce que nous avons tous déploré. Il y a eu une réponse du gouvernement aux côtés du gouvernement provincial. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à suivre de près la situation des sinistrés pour voir dans quelle mesure on leur apporte des appuis qu'il faut. Mais, Monsieur le ministre d'État, ce soir, nous n'allons pas nous focaliser sur la gestion de la question des sinistrés, mais nous allons nous focaliser plutôt sur les mesures sur lesquelles vous avez réfléchi en tant que membre du gouvernement, en tout cas de tous les secteurs qui étaient directement concernés par les inondations autour de la Première ministre. Les propositions ont été faites au président de la République et lui-même s'est porté comme caution notamment sur la nécessité, par exemple, des opérations de démolition qui se feront bientôt sur certains sites. Monsieur le ministre d'État, heureux de vous recevoir à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire des mesures qui ont été prises par le gouvernement et surtout comment vous allez vous assurer que ces mesures sont effectivement respectées dans un contexte où il est reproché notamment à certains agents de l'administration d'être à la base de la délivrance des titres sur des zones non aedificantes. Merci, chers collègues, pour cette question. Il est vrai qu'à la suite des événements qui ont eu lieu le 4 et le 5 avril de l'année en cours, où nous avons décrié, plairé les nôtres, nos populations, près de 80 personnes qui ont perdu la vie, des écoles détruites, des centres de santé qui ont été touchés, et une vague de déplacement de près de 10 000 de nos populations vers des sites qui ont été choisis, notamment le stade de Martyrs, le stade d'Ata Raphaël et tant d'autres. Votre gouvernement, notre gouvernement, s'est immédiatement penché sur la question, en commençant par la ville, parce que ça concerne d'abord la ville de Kinshasa, où nous habitons nous tous, mais également au niveau national. Et donc, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait mis en place un comité de crise qui avait regroupé toutes les administrations pour se pencher sur cette question. Et de ces assises, il fallait d'abord qu'on comprenne les causes. Comment on en est arrivé là, à toutes ces inondations, sur le plan technique, sur le plan structurel. Et ils ont donc élaboré un plan d'urgence qui a plusieurs points. Et de ce plan d'urgence, ça a été élargi pour que des actions concrètes soient mises en œuvre sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan légal et réglementaire, et aussi sur le plan financier. Donc de ce plan d'urgence qui a été élaboré sous la coordination du Comité permanent d'alerte et des urgences, le CPAI en cycle, les autres sectoriels qui sont concernés,
Au-delà du ministère de l'Intérieur, vous avez là le ministère des Infrastructures, parce qu'il y a des mesures qui portent sur le curage de caniveaux et de voies de drainage, parce qu'il s'est fait que beaucoup de voies d'évacuation d'eau de pluie dans la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, c'est rempli de sable, c'est rempli de beaucoup de déchets, ce qui concerne la gestion de déchets et d'assainissement de la ville. Et donc il faut immédiatement procéder au curage. Donc le ministre des Infrastructures a été instruit qu'à Tansé à travers ses structures sous sa tutelle, dont l'Office de voirie et drainage. Et donc ça c'est au niveau sectoriel. Le ministre de la Santé également. Vous savez, lorsqu'il y a des crises humanitaires, cela amène également des crises de santé publique. Et donc il avait, au-delà de la gestion actuelle, pour ce qui est de médicaments et des soins apportés à nos populations, le gouvernement a pensé qu'il était plus que urgent que pour ce qui est de l'avenir, que nous puissions disposer dans toutes les provinces des unités d'intervention médicale qui sont totalement dédiées pour que lorsqu'il y a des cas de catastrophes naturelles, on n'a pas à aller à gauche, à droite, tout de suite ces équipes peuvent descendre sur le terrain et intervenir. Il faut constituer également des stocks de médicaments dans chacune des provinces pour permettre à ce que, quand il y a survenance de ce type de cas de force majeure et de ces événements imprévisibles, qu'au moins on a des médicaments pour au moins assurer les soins de première nécessité. 3, le ministre de la Santé a proposé également la formation du personnel médical, parce que le cas de crise liées aux catastrophes, c'est des crises assez spécifiques qui demandent des interventions spécifiques, notamment des gens qui sont entraînés pour faire l'évacuation. Vous savez, quand il y a des montées des eaux de pluie, il faut qu'il y ait des gens qui savent comment nager. Toutes ces questions ont été évoquées. Le ministre de la Santé avait proposé la création et l'installation de ces brigades d'intervention. Il a également demandé, au niveau du ministère des Affaires sociales, qu'il soit carrément au-delà de l'établissement qui s'occupe de la Caisse nationale de la gestion des catastrophes naturelles, où il y a des problèmes au niveau juridique quant à son statut, au décret portant sa création, qu'il y ait une harmonisation qui permet à ce que le ministère des Affaires sociales puisse jouer pleinement son rôle avec des structures qui sont placées sous sa tutelle. Il faut aussi, dès aujourd'hui, clarifier les rôles des uns et des autres. Ça veut dire, le gouvernement central a estimé qu'il ne faut pas qu'il y ait une intervention où tout le monde intervient n'importe comment. Il faut qu'il y ait un protocole établi où on sait que quand il y a catastrophe, qui intervient en premier, suivi de qui, pour dégager la question des responsabilités. Parce que quand la prise en charge n'est pas à son rendez-vous, quand les gens ne sont maltraités, il y a les cas de malnutrition et ainsi de suite, au moins on sait qui réprimer dans les cas d'espèce. Le gouvernement a également pris la mesure pour ce qui est de l'opérationnalisation de la coordination des réponses à tout ce qui est catastrophe naturelle. Il y a une coordination qui existe, mais qui n'avait pas vraiment, qui ne fonctionnait pas en plein régime. Et donc, il avait été donc décidé d'opérationnaliser cette coordination. Toujours au niveau des affaires sociales, la question de la communication. C'est là donc qu'il avait été recommandé à la collègue de la ministre des Affaires sociales, ensemble avec vous, comme ministre de la Communication, pour initier des campagnes d'éducation civique. Il faut que les gens sachent que lorsqu'il y a survenance de catastrophes naturelles, comment s'y prendre. Il ne faut pas paniquer. Et tout cela, ça fait l'objet de petits apprentissages qui permettent déjà, si quelqu'un a l'information, c'est un peu comme dans l'armée. Les militaires savent que lorsqu'il y a coup de canon, il faut d'abord localiser le son d'où ça vient, parce qu'on ne fuit pas n'importe comment, de peur d'aller plus vers les dangers que de se cacher. Et donc, il y a toute une campagne qui va être organisée dans l'ensemble du pays pour que les personnes s'habituent à comment s'y prendre en cas de catastrophe naturelle. Donc, il faut une sensibilisation. On va prendre les questions en série des dames, Madame Pascaline, Madame Grace, et je vais demander à Madame Ange Kassongo d'avancer, et on prendra une question en lingala à la fin avec Jimmy Mukindi. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, à l'État, on prend les questions en série. Comme c'est la dernière série, ça nous permettra d'y répondre en une vague. Si vous pouvez le noter. Merci. Allez-y, Madame Pascaline. Des petites questions pour le ministre Guy Loando. Deux petites, hein?
Oui. La première question, depuis que vous êtes aux affaires, qu'avez-vous déjà fait pour un respect d'aménagement du territoire? Et imaginons qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires. Les Congolais retiendront quelle action d'envergure de votre part? Merci. Vous n'êtes plus aux responsabilités ou aux affaires. C'est toujours un peu péjoratif lorsqu'on parle des affaires. On est aux responsabilités. Allez-y, Madame Grace. Merci pour la parole accordée. Ma question va un peu dans le même sens que la question de Christopher et de Madame Pascaline, et de savoir, vous nous avez, ma question, vous nous avez parlé des réformes du secteur de l'aménagement du territoire. Quelle avancée concrète peut-on déjà observer sur le terrain? Y a-t-il déjà des villes ou provinces pilotes où les nouvelles orientations ont été appliquées? Avez-vous lancé des projets pilotes ou on doit attendre encore la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire? Voilà. Prochaine question. Madame Ange Kassongo, s'il vous plaît. Bonsoir, chères excellences. Ange Kassongo pour l'agence de presse Reuters. J'aimerais bien revenir un peu sur les deux communiqués conjoints. Donc ma question s'adresse un peu plus au porte-parole du gouvernement. Les deux communiqués relayés notamment par les M23 et le gouvernement de Kinshasa, nous aimerions bien savoir quel a été le contour de ce communiqué pour qu'on en arrive là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que 24 heures avant, il était question du départ du M23 à Doha, c'était annoncé. Et du côté de Kinshasa, le blocage était maintenu et en tout cas assumé en off. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et nous remarquons aussi que dans le communiqué, on parle de moins en moins de terroristes, alors qu'il y a quelques mois, la presse était quasiment obligée de mentionner le mot terrorisme et pas rebelle. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la suite? Les prochaines rencontres se passeront où et quand, si c'est possible de me le dire? Merci. Voilà, j'ai noté les questions, j'y reviendrai tout à l'heure. Jimmy Mukendipo Narosilisa. Merci, Excellence, pour la parole. Question à Liboso, na Excellence Guilando. Tous en 2021, Excellence, au PC, dans le mois de septembre, projet à Kinshasa, nouvelle ville intelligente. Et ça qui vraiment espoir, Moro, Yamakasi, Oba, Kinshasa, Topé, Congolais, nous se par rapport à Ndenge Vileza, Toloba, sur naba embouteillage, naba tebele surpeuplé, tout. Quand on a ville, sur le col, la ville à Baker, Dakar, et puis c'est espoir. Est-ce que le projet on est Kato aussi au cas na Makamususu? Question na Excellence Patrick Mouyaya. Interprétation, ils allaient qu'il y a un sens union par rapport, il y a communiqué, il y a lobby, il y a M23 AFC, na gouvernement, il y a République démocratique du Congo. En tout cas, tout le monde qui a dans la télévision nationale, est-ce que beaucoup peut éclaircir opinion? Nini ezali koleka exactement na Doha, batena na ba aboutissa nango ezali nini? To retenir déjà que gouvernement, il y a République démocratique du Congo, na M23, AFC, Baché, na C, bas solo là, pour l'intérêt à la population. Question ce qui a deuxième préoccupation. Est-ce que, Excellence, ministre de la Communication, vous allez informer que tout le monde va la coup d'État, na président de la République, na FRDC, ça qui tout communiquer, et puis ça ko lelo na ndolo, et si kanini militaire, ça dit FRDC, lobby topi basaki déjà communiqué pour nous le bazu pouvoir na mboka na biso et que batumsu bazo mona de le roi théâtre mais bon par rapport à théâtre wana par rapport il y a bino gouvernement na information bozanango bomone ondeni. Voilà. Monsieur le ministre d'État, je vous laisse épuiser vos questions et puis je reviendrai sur les questions concernant Doha. D'accord. Merci, chers collègues. Merci également à nos deux mamans pour leurs questions combien pertinentes. Guy Luando, qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Déjà avec un départ annoncé, si jamais
Qu'est-ce qu'on retiendra de vous à la tête de ce ministère? J'ai été très clair ici que c'était un ministère qui était dans sa phase de réforme. Quand on fait une réforme, ça veut dire qu'on part soit de l'existant pour améliorer avec des objectifs attendus. Et cela a été rendu possible, aujourd'hui, chaque secteur doit avoir sa politique sectorielle. Et l'aménagement, il fallait qu'on ait une politique d'aménagement du territoire. Ça, c'est la première des choses. Depuis que le Congo est Congo, c'est grâce au leadership éclairé, son Excellence le Président de la République, qu'aujourd'hui nous avons une politique qui est un cadre d'orientation, qui a été vulgarisé dans presque toutes les provinces. Deuxièmement, toujours dans le secteur de la réforme, il n'y avait pas un cadre normatif. À part le décret de 1957, il fallait qu'on ait un cadre législatif qui est la loi. Nous l'avons initié, je vous ai dit, nous avons défendu ça et nous attendons sa promulgation. Ça, c'est une avancée cruciale pour ce qui concerne la planification spatiale. Aujourd'hui, le secteur de l'aménagement dispose d'un plan, que ce soit des communications, un plan de formation qui n'existait pas avant. Comme ce que j'ai fait là, c'est la communication sur l'aménagement. Parce que c'est des notions nouvelles où les gens n'ont pas été habitués à ça. Et donc, on est en train de former les gens pour communiquer. Parce que lorsqu'on va arriver à expliquer les plans provinciaux, les plans locaux, il faut qu'il y ait des personnes qualifiées pour cela. Aujourd'hui, nous avons réalisé 2 études majeures qui ont précédé l'élaboration du master plan, qui est le schéma national d'aménagement du territoire. On n'en a jamais eu depuis 1960. C'est le gouvernement de Maman Judith Suminwa, la première femme à être chef du gouvernement, qui va doter notre pays d'un schéma national d'aménagement du territoire. Et donc, on ne va plus tâtonner dans le pays pour dire on veut faire un parc agro-industriel. On peut le faire où? Non, on va juste questionner l'outil et qui va nous renseigner parce qu'on a déjà fait l'étude sur le capital forestier et le potentiel agricole. Donc, nous savons la nature de la terre, la spécificité des terres dans toutes les provinces de la République. Vous serez étonné, mais pourquoi ce n'était pas le ministre de l'Agriculture qui a fait cette étude, qui a commandé cette étude, mais pourquoi c'est l'aménagement? Parce que pour que moi, je puisse décider sur les affectations, il faut que j'ai une parfaite connaissance de cet espace physique. D'où il fallait commander ces études. Et ça, c'est déjà disponible, maman. Également pour le capital forestier. Aujourd'hui, nous sommes dans les enjeux sur le climat. Crédit carbone, crédit carbone. Vous avez vu ma collègue, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, elle est dans tous les fronts. Que ce soit dans le cadre des COP, pour aller faire entendre la voix de la RDC. Mais on doit savoir nous-mêmes notre capacité d'absorption. Où se trouve notre tourbière pour aller revendiquer ce qui revient au pays en termes de finances vertes. Et donc aujourd'hui, cette étude a été commandée par le ministère de l'Aménagement parce que ça me permet de déterminer ce qu'on appelle les aires protégées. Ça veut dire que les espaces, même s'il y a des jolis bois, mais personne ne peut couper les bois là-bas pour contribuer aux efforts mondiaux sur le climat. Mais pour interdire à la population, il faut qu'il y ait une planification, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas couper les bois partout, on ne peut pas faire les charbons partout. C'est vrai, il y a la notion de la compensation avec les communautés locales, mais il fallait avoir cette connaissance. Aujourd'hui, grâce au gouvernement de la République, ce n'est pas Luando, mais le gouvernement, c'est un travail du gouvernement, nous avons aujourd'hui cet outil, cette étude, qui est l'étude sur le capital forestier, qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, nous avons accédé au GEO, qui est une plateforme prestigieuse sur les questions de l'observation de la Terre. Nous avons 7 Metelsat, mais là, nous allons avoir des données beaucoup plus fiables qui nous permettent à ce que les données que nous allons avoir, nous allons y accéder à travers GEO RDC, cela puisse profiter à avoir un territoire résilient. Et ça nous permet, dans les politiques publiques, de mieux orienter nos politiques publiques dans chaque secteur. Nous avons également les géoportails. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du numérique, la guerre des données. Et donc, le géoportail va permettre à ce que près de 30 ministères vont avoir accès à des données, qui contribuent d'ailleurs dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, pour qu'au lieu qu'on ait des sites Internet ou des données
éparpillés. Évidemment, il y aura le niveau de code d'accès. Chacun aura un code, il y aura un niveau d'accessibilité. Évidemment, le chef de l'État aura accès à tout, la première ministre comme chef de gouvernement. Mais ça permet à ce que les données de la population, par exemple, les taux de natalité, les taux de mortalité, sont logés dans un endroit. Pour que si un projet de l'État concernait 100 enfants, si au moment de la mise en œuvre, on ne parlera plus de 100 enfants, si les données sont déjà logées, on peut dire non, non, il y a plutôt 98, il y a plutôt 97. Et ça, c'est un travail qui se fera au niveau de l'État civil pour loger ces données, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas une visibilité aujourd'hui dans ce monde globalisant. Et pour matérialiser maintenant tout ce que je vous dis là, parce que ça paraît un peu philosophique, je vous ai parlé du projet pratique de la ville durable de Boma, de 50 millions de dollars avec un prêt avec l'AFD. On organisera une visite sur place. Oui. Ce serait mieux d'ailleurs de faire un briefing sur place, comme ça on peut voir à quoi ça ressemble. C'est ça, piloté par l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui est une première. Voilà un peu les quelques réalisations concrètes. Aujourd'hui, nous avons les outils, mais il nous faut la loi, parce que c'est la loi qui va rendre contraignant l'observation, l'exécution de tout ce qui concerne la planification. Dès que ça va se mettre en pratique, vous allez voir que vous allez avoir un territoire qui est aéré, un territoire qui est cohérent, où il n'y a pas de violation de l'intimité. Vous savez, aujourd'hui à la Gombe, on ne peut plus avoir la maison basse. Les gens ont des 30 étages, 20 étages. Tu ne sais même plus aller à la piscine. Parce qu'il y a déjà une construction qui viole votre intimité. Bon, celui qui doit faire les arbitrages, parce que ça c'est une question d'arbitrage dans les occupations. C'est l'aménagement qui doit dire non, voilà l'affectation. Il peut conseiller utilement les transports, il peut conseiller utilement les affaires foncières et tant d'autres sectoriels, parce que nous travaillons main dans la main dans le cadre de la mise en œuvre de politique du gouvernement. Aussi, nous avons pu établir des diagnostics sectoriels. Ça, c'est une grande innovation. Où nos experts aujourd'hui, même au niveau des vulnérabilités, on est en mesure à travers l'ONAT, qui dispose des équipements, pour vous dire que, par exemple, là, la dernière fois, j'étais parti au campus. On peut vous dire qu'à Kindele, c'est une zone déjà vulnérable. Donc, si vous allez construire une maison à Kindele dans le versant du campus, vous-même, vous vous exposez. Et on peut vous prouver que cet espace ne peut pas faire l'objet d'une occupation en termes de recevoir une vie humaine, parce que c'est vulnérable. Et tous ces diagnostics sectoriels, ça a été réalisé à travers votre ministère. Et enfin, c'est toutes ces réformes en termes institutionnels. Il n'y avait pas d'ANAT, aujourd'hui il y a l'ANAT. On n'avait pas de FONAT, aujourd'hui on a un FONAT. Il n'y avait pas d'ONAT, l'observatoire. Aujourd'hui nous avons toute une structure qui peut contrôler de manière systématique les occupations de notre territoire national. Et là, avec les provinces, pour finir, on va les amener, c'est parmi les mesures qui ont été arrêtées, de se doter des plans provinciaux d'aménagement. Ça sera obligatoire. Parce que si vous n'avez pas ces plans, vous ne pouvez pas concevoir de projets de développement, aller chercher des investisseurs dans les domaines agricoles, dans les domaines industriels, mais vous allez les installer où? Il ne suffit pas de voir seulement qu'il y a 100 hectares disponibles. Il ne suffit pas d'aller voir qu'il y a 50 hectares, mais il faut qu'on puisse au préalable décider de l'utilisation et de l'affectation de ces espaces-là. Voilà ce que votre humble serviteur, Maître Guy Luandomboyo, sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la coordination éclairée de Madame la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a essayé de faire sans prétendre avoir tout accompli, mais je ne fais que ma part. Je sais que c'est un travail collectif. Vous savez, le gouvernement, autant que ce que je fais la communication. Je ne suis pas le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Là, je fais pratiquement le travail de mon collègue, le ministre de la communication, parce que le gouvernement, c'est la complémentarité. Évidemment, c'est pour ça que dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous avons fait le privilège de vous associer pour apporter ces éléments, parce qu'il y a évidemment besoin d'avoir un accompagnement des médias dans l'explication de certains concepts et dans la pédagogie qui doit entourer les actions que vous portez à la tête du ministère de l'Aménagement du Territoire. Je vais en venir aux questions qui ont été posées tout à l'heure, que ce soit par M. Tchokou, Mme Ange Kassongo ou par Jimmy Mukendi, à propos de Doha. Mais bien avant d'y arriver, il faut savoir que nous sommes dans un processus qui a commencé depuis de longs mois. Et depuis les dernières semaines, notamment
grâce à la fermeté du président de la République, nous avons eu beaucoup de progrès. Si vous regardez à partir du mois de février, il y a eu des sanctions qui ont commencé à tomber de partout. Vous avez vu par exemple les Américains sanctionner le numéro 2 de fait du régime rwandais, qui est en plus ministre d'État. Des sanctions qui ont concerné aussi certains de leurs supplétifs. Ensuite, il y a eu des sanctions, suspension de coopération, venues de plusieurs pays, la Grande-Bretagne, et vous avez vu à quel degré, quel est le degré aujourd'hui des relations diplomatiques, par exemple, avec le Rwanda et la Belgique, au sujet de la ligne dure que la Belgique a tenue par rapport aux principes qui ont été violés du fait de l'agression. Et donc, on peut considérer que c'était des progrès. Mais parallèlement à cela, lorsque vous regardez maintenant toutes les prises de position qui viennent, que ce soit de la réunion de l'EAC-SADC du début février, je crois du 7 ou du 8 février, que ce soit du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, que ce soit la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, il y a une recommandation, pour ne pas dire un devoir qui nous est donné, comme la République démocratique du Congo, qui était le devoir de dialoguer. De dialoguer avec des entités étatiques et non étatiques. Et c'est dans ces cadres-là, pour répondre justement, pour faire notre part de responsabilité dans les efforts qui doivent nous conduire à la paix, que les présidents de la République avaient décidé, par exemple, autour à l'époque du président angolais, d'accepter des discussions directes. Nous connaissons les actes posés par les proxys. Nous les avons qualifiés parce que c'est à cela que ça ressemble. On ne peut pas voir du noir quand ce noir. Mais que par la suite, justement, parce que nous étions dans une forme, rappelez-vous, au 15 décembre de l'année dernière, nous étions à Luanda avec le président de la République pour la signature d'un accord avec le Rwanda. Lorsque les chefs d'État doivent signer un accord, ça signifie que tous les préalables ont été vidés. Mais l'accord n'a pas été signé parce que le Rwanda estimait qu'on devait trouver un compromis avec son proxy. Et donc, lorsque le président de la République décide de répondre à toutes ces recommandations internationales pour ouvrir ces discussions, il y a eu la réunion de Doha du 18 mars 2025, parce que vous ne pouvez pas interpréter la déclaration conjointe qui a été faite hier sans relire la déclaration du 18 mars. C'est l'élément déclencheur. Je rappelle ici qu'avec le Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda, toutes les questions étaient vidées. Il restait la signature. La question qui restait pendante pour permettre justement une évolution, parce que nous sommes dans une phase très critique qui est la phase d'atterrissage, c'était la question du M23. Je veux vous faire un petit rappel de la déclaration conjointe qui a été faite entre le Qatar, la RDC et le Rwanda le 18 mars 2025. Dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha le 18 mars 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Tamim bin Hamad El Thani, le président Kagame du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont salué les progrès du processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et conditionnel tel que décidé lors du 10 sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha
afin d'établir les bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans les processus de Luanda, alignés au processus de Nairobi. Et donc, lorsque vous comprenez ces déclarations, la question qui suit, elle devient simple. Parce que le communiqué ou la déclaration conjointe qui est sortie hier n'est que la prolongation des engagements qui ont été pris. Parce que j'ai lu certaines réactions, on dit on ne mentionne pas le Rwanda. La question du Rwanda, j'ai envie de dire diplomatiquement, elle a déjà été réglée. Parce qu'il restait que la question de la signature. Il fallait déverrouiller la question sous-jacente, qui est celle du M23, et c'est dans ces cadres-là que les discussions des Doha se font. Mais il faut savoir ici que lorsque les discussions se faisaient, que ce soit à Luanda ou à Doha, c'est la médiation qui communique. Et donc, lorsque vous méditez hier qu'il y a eu des points de blocage, moi j'ai envie de dire que vous avez été manipulé. Parce que pour nous, il n'y a jamais eu des points de blocage et surtout que les délégations sont déjà revenues depuis plusieurs jours. Et donc, je ne sais pas quelles sont les informations qui vous ont été communiquées, mais pour ce qui nous concerne et dans la ligne définie, et je pense que c'est aussi ce qui fait l'efficacité du travail en cours, c'est qu'on n'a pas tenu des communiqués à la vitesse des médias ou des réseaux sociaux. Je pense qu'au regard de la sensibilité du processus, dans une phase d'atterrissage, il y a une ligne à suivre de part et d'autre pour éviter que certaines déclarations ou prises de position ne compromettent l'objectif principal ici, qui est l'objectif d'arriver à la paix. C'est ça que le président de la République recherche depuis les débuts. Et donc, il y a eu des discussions entre, d'une part, les représentants du M23 et les représentants qui ont été de notre côté conduits par des experts, notamment de service, qui ont eu l'occasion d'écouter les revendications des autres autour de la médiation qatari. Et dans ces cadres-là, évidemment, il y a des discussions qui ont été faites, il y a des progrès qui ont été réalisés. Parce que si vous regardez aujourd'hui, dans toutes les communications, Nations Unies, EAC SADC, le premier point qui conditionne les tout, c'est un cessez-le-feu. Et lorsqu'on parle de la trêve, et lorsqu'on parle d'un cessez-le-feu, sans cessez-le-feu, dans ces contextes, nous ne pouvons pas avancer. Et si vous regardez aujourd'hui dans les lignes de front, on observe une accalmie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'incidents qui sont répertoriés, c'est là, mais lorsqu'il y a des incidents qui surviennent, lorsque nous sommes déjà engagés dans un processus de discussion, ces incidents sont rapportés à la médiation qui définit un mécanisme de traitement parce que nous sommes déjà en train de discuter. Et donc, il faut considérer ici que c'est une avancée vers la paix. Alors, j'ai vu aussi beaucoup de questions être soulevées sur la question du dialogue. Les dialogues dont il est question ici, c'est les dialogues entre les signataires de la déclaration conjointe, à savoir les experts du gouvernement et les M23 autour de la médiation qatari. On parle de déclaration conjointe, en droit on dirait Yon Ngere, pour dire que ça engage les parties. C'est un dialogue qui concerne les experts du gouvernement et le M23. C'est dans l'esprit de la déclaration conjointe. À ne pas confondre, parce que lorsqu'on parle de l'idée de dialogue, sauf si alors, par exemple pour le compte du M23, ils viennent, ils disent, bon écoutez, pour nous, dans notre camp, dans les M23, nous avons par exemple des entités comme l'AFC. Nous avons d'autres groupes et nous avons d'autres personnalités qui viennent, qui s'identifient comme telles. Ils pourront être concernés dans le cadre de ces dialogues suivant l'esprit de la déclaration qui a été faite. Donc ici, je pense que nous avons fait un pas et qui n'est pas les seuls. Parce que maintenant, la question, par exemple, de l'aboutissement du processus avec le Rwanda ne se poserait plus. Dès lors qu'on a commencé, en tout cas la première phase, celle du cessez-le-feu, a donné des résultats. On va voir comment ça va se consolider.
mais que par la suite, il y aura d'autres rounds des discussions qui seront convenus, fixés par les médiateurs, suivant les calendriers qui permettra aux uns aux autres d'être là, pour voir aussi dans quelle mesure on progresse. Mais entre-temps, vous avez vu qu'il y a le président Faure qui a pris le relais du président Lorenzo, qui a aussi à son niveau 5 comédiateurs qui ont été désignés. Et donc, tous ces processus se font dans l'objectif de ramener la paix. Il faut considérer que la déclaration conjointe d'hier est une étape vers la paix et il faudra, les moments venus, dans le cadre du travail qui s'est fait autour du président Faure, pour voir dans quelle mesure, à ces niveaux, l'initiative de paix qui lie les deux pays va aussi donner son résultat. Et donc, considérons-nous tous que nous sommes dans un processus qui est sensible, parce qu'on ne peut pas faire de paix sans compromis. Et là, nous sommes justement engagés dans cette dynamique et il est important que, y compris les médias, puissent y contribuer. On peut y contribuer en faisant, par exemple, de faire la diffusion des informations lorsque vous n'arrivez pas à les recouper tout au moins au niveau de la médiation parce que c'est elle qui a la primeur. Auquel cas, ça peut paraître à de la manipulation qui, par exemple, hier soir, a contredit tout ce que les médias disaient en journée. Parce que bana nde na représentaka avenir ya mboka siko soki bango bakomi koatake baekole bakomisi ekole mosusu kutu cimetière ndenge ministre auti koloba bato bango bakundi na baservice na bango na baservice ya protection civile provinciale bakomi ba willing 500 soki moto akanisi makambo ya effort de guerre ezalaka kopesa mbongo te ya kopesa mpe makila parce que wana ezali bien direct. Attention na biso nyonso eza kaka kuna na est ezolakisa ke baressource oyo tokokaki kokonsolider na makambo ya éducation kotonga mpe banzela comme il faut tosisa guerre nyonso prioritairement akei kuna briefing ezali temps entre population na baautorité et puis briefing ezali place oyo mokili mobima batalaka mpo bayeba mpo bazala sur ke mboka na biso tokomi na niveau boye.